Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis dans la voie de droite. Je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très intéressante. Regarde le marquage au sol. La voie de gauche est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Donc, la voie de gauche est une voie réservée. Tu sais, un peu comme les voies de bus. Sauf que là, regarde, sur cette voie de gauche, il a un marquage au sol qui montre une flèche qui tourne vers la gauche. Donc, c'est une voie réservée aux véhicules qui tournent à gauche. C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Alors, concrètement, c'est quoi une voie de stockage ? Comme tu le vois sur cette animation, cette voie de stockage sera réservée aux personnes qui veulent tourner à gauche. C'est là qu'on va stocker, donc voie de stockage, c'est là qu'on va stocker les véhicules qui veulent tourner à gauche à l'intersection afin de libérer la voie de droite pour aller tout droit. Donc, pour répondre à la question, je suis dans la voie de droite, est-ce que je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection ? Non. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, il faut que tu vois plusieurs choses. Alors, en face de nous, tu vois bien qu'il y a un train qui passe. On peut reconnaître les feux clignotants, par exemple. Alors, en plus de ça, il y a des véhicules à l'arrêt. À notre droite, on voit une ligne stop. Donc, ici, on est sur une intersection. Donc, il faut que tu saches une chose. C'est que quand la circulation est à l'arrêt, il ne faut jamais bloquer une intersection, quitte à s'arrêter juste devant l'intersection afin de laisser les voitures passer. Donc ici, est-ce que je suis bien placé ? Oui, parce que je suis situé juste avant l'intersection. Les voitures qui sont au stop peuvent tourner à gauche, par exemple. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Le véhicule de police et son escorte sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches une chose. En fait, il y a deux types de véhicules d'intérêt général. Il y a les véhicules d'intérêt général prioritaire et il y a les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Donc, aujourd'hui, on va pas parler de ceux qui bénéficient d'une facilité de passage. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, la police fait partie des véhicules d'intérêt général prioritaire. Vous avez la police, tous les véhicules de police, ça peut être les véhicules par exemple pénitentiaires. Donc la police, vous avez la gendarmerie et vous avez tous aussi les véhicules hospitaliers comme le SAMU ou le SMUR. Alors, ils sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire seulement lorsqu'ils sont en intervention. Ici,
si vous regardez bien, on a un motard qui escorte le cortège, et derrière, on a le cortège constitué de véhicules qui ont leur gyrophare. Donc, ils sont bien en intervention. Donc ici, dans ce contexte, donc, le véhicule de police et son escorte sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Je souhaite tourner sur la rue située à ma gauche. Je dois céder la priorité au camion en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu vois bien ici, on a un camion qui vient en sens inverse, donc en face de moi, et moi je veux tourner à gauche. Alors, ici, je vais devoir laisser passer le camion. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est sur sa voie. Si je tourne à gauche, je vais devoir aller sur sa voie, qui n'est pas la mienne. Donc, juste pour cette raison, je devrais lui laisser la priorité. Autre raison. Si je tourne à gauche, le camion se situe à ma droite. C'est donc également une priorité à droite. Donc ici, je laisse passer le camion. Puis, quand il n'y aura personne sur la voie, je pourrai tourner à gauche. Donc, pour répondre à la question, je dois céder la priorité au camion en face de moi pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Cette molette permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le réglage dépend du chargement du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante. Alors, effectivement, cette molette que tu vois permet effectivement de régler la hauteur des feux. Bon, c'est une molette avec en général 4 crans. Mais parfois, sur certains modèles de voitures, il peut y en avoir 3. Comme tu le vois ici, c'est une molette que tu tournes, d'accord, avec des crans, et qui se situe en général à côté du volant. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi régler les feux d'un véhicule ? Tout simplement parce que la hauteur de tes feux dépendra du chargement du véhicule. Prenons un petit exemple, et c'est un exemple grossier, hein, et j'ai fait exprès de prendre un exemple grossier pour que vous puissiez comprendre. On prend par exemple un véhicule. Un véhicule qui n'est pas chargé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Les feux sont bien réglés et les feux pointent vers la route. Ça, c'est des feux bien réglés. Par contre, si on commence à charger le véhicule, regardez ce qui va se passer. Si on commence à charger le véhicule, soit des personnes, soit des valises, peu importe le chargement, la voiture, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se lever. Ça va créer ce qu'on appelle un moment. La voiture va se lever. Et donc, si elle se lève, les feux vont pointer vers le haut. Les feux ne vont plus éclairer la route. Donc, ils seront mal réglés. Donc, cette molette, en fait, va te permettre de rabattre les feux pour qu'ils puissent pointer vers la route. Tout simplement. Donc, selon la quantité de chargement, tu régleras la molette à 1, à 2, ou à 3, ou à 4. Voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette molette permet de régler la hauteur des feux ? Oui. Le réglage dépend-il du chargement du véhicule ? Oui, également. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 6. Je conduis un véhicule automatique. Pour quitter le véhicule,
je place le sélectionneur sur. Réponse A, S. Réponse B, D. Réponse C, P. Réponse D, N. Quand tu conduis une automatique, le boîtier de vitesse est différent. Donc, on a un boîtier de vitesse qui ressemble à ça. Donc, la lettre S, ça c'est pour la boîte séquentielle. La lettre D, c'est pour drive, c'est lorsque tu conduis. La lettre N, c'est pour neutral, ça c'est le point mort. La lettre R, c'est pour reverse, ça c'est la marche arrière. Et enfin, la lettre P, c'est pour le stationnement. Donc ici, si je quitte mon véhicule, c'est que le véhicule est stationné. Je mets le sélectionnaire sur la lettre P. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 7. Le feu est vert depuis un long moment. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, dans le cas où le feu est vert depuis longtemps, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est de ralentir. Et surtout, dans un deuxième temps, c'est de regarder sur les rétroviseurs intérieurs et extérieurs la distance qui te sépare avec les automobilistes derrière toi. Pourquoi ? Parce que en cas de freinage, on va dire inopiné ou brutal, il faut que tu saches s'il y a des voitures derrière toi et à peu près à quelle distance ils se situent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Je ne m'arrête pas à un contrôle de police. Cela constitue réponse A, un refus d'obtempérer. Réponse B, un délit de fuite. Alors, vous êtes nombreux à me poser cette question par mail. Alors, je vais y répondre. Donc, qu'est-ce qu'un refus d'obtempérer ? Alors, un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez de vous soumettre à un contrôle de police, que vous ne vous arrêtez pas à un contrôle de police, tout simplement. Un délit de fuite, c'est autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, vous ne vous arrêtez pas. Voilà. C'est ne pas s'arrêter après avoir effectué un accident. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors, pour répondre à cette question, tu dois déjà connaître deux notions très importantes. Des notions de cours, qui sont les étendues de prescription pour les panneaux d'interdiction et également la vitesse maximale autorisée selon les types de routes. Alors, commençons déjà par les étendues de prescription des panneaux d'interdiction. Comme tu le vois ici, on a un panneau de fin
d'interdiction de limitation de vitesse à 70 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde bien cette petite animation. Si tu vois ce panneau, ça veut dire que avant, il y avait ce panneau d'interdiction. Donc, entre ces deux panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Mais qu'est-ce qui se passe après le panneau de fin d'interdiction? Après le panneau de fin d'interdiction, la vitesse maximale autorisée dépendra de la vitesse réglementaire selon les types de routes. Alors, des types de routes, t'en as plusieurs. T'as les autoroutes, tu as les routes à chaussée séparées, tu as les routes à double sens de circulation avec créneaux de dépassement. Et enfin, tu as les routes à double sens de circulation. Et c'est le cas ici. On est dans une route à double sens de circulation. Et quelle est la vitesse réglementaire maximale sur une route à double sens de circulation? C'est 80 km/h. Donc, pour répondre à la question, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 80 km/h parce qu'on aura passé le panneau de fin d'interdiction. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 10. La voie de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est sur une route hors agglomération, séparée par un terre-plein central. La voie de droite, comme on le voit avec les lignes épaisses discontinues, est une voie donc réservée. Alors, elle est réservée à qui? Cette voie, elle est réservée aux véhicules lents. Et des véhicules lents, il peut y en avoir plusieurs. Des poids lourds peuvent avoir une vitesse lente, peuvent être considérés comme des véhicules lents, mais des voitures aussi peuvent avoir une vitesse lente. Alors, c'est quoi une vitesse lente quand on parle de voies réservées aux véhicules lents? C'est tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. Donc ici, la voie, elle n'est pas réservée spécifiquement aux poids lourds, elle est réservée à tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A 130 km/h, réponse B 50 km/h, réponse C 110 km/h, réponse D 100 km/h. Alors, effectivement, ici, on roule sur autoroute. Comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, vous voyez bien que lorsqu'on a une visibilité inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. En attendant les secours, je donne à boire à la personne accidentée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je déplace la personne, si elle est mobile, en dehors de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, petit rappel, lors d'un accident avec dommages corporels, oubliez pas la règle du PAS, du pas. Donc, protéger tout d'abord, alerter, et ensuite secourir. Ici, la question précise en attendant les secours. C'est-à-dire que l'étape de protéger et d'alerter a déjà été réalisée. Alors, comment s'occuper d'une personne qui doit être secourue ? Alors, tout dépend de deux choses. Est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente ? Alors, si elle est consciente et qu'elle peut se déplacer, alors effectivement, on l'aide à sortir de la chaussée. Voilà. Une fois en dehors de la chaussée, on lui donne une petite couverture de survie et on lui parle. On n'arrête pas de lui parler. C'est très important parce que ça permet de garder la personne consciente. Alors, si elle est inconsciente, alors là, c'est différent. Donc, toujours, on ne donne ni à boire, ni à manger, quoi qu'il arrive, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais dans ce cas-là, vu qu'elle est inconsciente, on va la mettre en ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité. Une fois que la position latérale de sécurité a été mise en place, pareil, on lui met par-dessus une couverture de survie et on attend les secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 13. Le bus tourne sur ma rue. Il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture. Donc, effectivement, ils risquent d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a deux choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Dans ce contexte, réponse A, je passe. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors ici, tu vois, j'aime beaucoup cette question, elle est très intéressante. Donc là, on se retrouve sur une rue à double sens. Et on a en face de nous un camion qui est stationné en fait sur la chaussée, qui prend la moitié de la chaussée et donc un artisan qui a l'air de monter dans son camion. En face de nous, on a une voiture noire qui s'approche de nous. Donc dans ce contexte-là, vous remarquez bien que ça va être compliqué de passer, parce que si je passe, il va falloir que je morde sur la chaussée en sens inverse, d'accord, et je risque de percuter donc la voiture noire. D'accord. Pourquoi ? Parce que on est en agglomération, donc il faut que je laisse en plus de ça 1 mètre d'écart de sécurité entre mon véhicule et le piéton qui est donc un usager vulnérable.
Donc ici, il va falloir que je m'arrête, tout simplement. Donc je vais pas pouvoir passer. Hein. Encore moins klaxonner, il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ce que je fais, je m'arrête, j'attends soit que le véhicule démarre, donc le camion, soit que le véhicule noir en face de moi m'est définitivement croisé. Donc ici, la bonne réponse, et la réponse, c'est je m'arrête. Question numéro 16. Le régulateur. Le régulateur est activé. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très intéressante. Alors, avant de répondre à la question, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas maîtriser les aides à la conduite, et notamment ici, le régulateur de vitesse. Donc, on va voir à quoi ça sert et comment ça marche avant de répondre à la question. Donc déjà, un régulateur de vitesse, à quoi ça sert ? Comme c'est indiqué, c'est une fonction qui va vous permettre de réguler votre vitesse. En gros, c'est une fonction qui va vous permettre de rouler à une vitesse que vous aurez choisie sans même avoir touché les pédales. Alors, comment ça fonctionne concrètement le régulateur de vitesse ? Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Alors, pour répondre à la question, ici, vous avez bien vu dans la vidéo que le véhicule qui est à droite roule à la même vitesse que nous. Ni on s'y approche, ni on s'y éloigne. Donc là, effectivement, je ne fais pas continuer le déplacement. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je reste sur ma voie ? Eh bien non. Pourquoi je reste pas sur ma voie ? Parce que je suis là sur la voie de gauche. Et en France, on roule à droite. Il est strictement interdit de rouler sur la voie de gauche. La voie de gauche est une voie de dépassement. Hein ? Et c'est seulement une voie de dépassement. Donc une fois que vous avez dépassé un véhicule, faut vous rabattre à droite. Ici, on ne peut pas dépasser le véhicule. Donc, on se rabat dès que possible à droite, je ne reste pas sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque,
rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez bien. Ici, cette roue, elle a 5 écrous. Et il y en a un qui est différent des autres. C'est ce qu'on appelle un écrou anti-vol. Cet écrou anti-vol, il est fait pour pas qu'on puisse vous voler votre roue. Bon, attention à certains modèles de voitures où les roues coûtent excessivement cher, parfois plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est pour ça que certaines personnes vont mettre des écrous anti-vol. Parce qu'en fait, pour pouvoir desserrer cet écrou, il va vous falloir un adaptateur, c'est-à-dire une douille spéciale, comme je vous le montre ici. Alors, c'est très important parce que faites attention quand vous achetez une voiture, surtout une voiture d'occasion, d'accord, à bien demander à l'ancien propriétaire de vous donner l'adaptateur anti-vol ou la douille anti-vol, parce que sinon, ça va être très compliqué de changer votre roue. En général, en fait, il va falloir en racheter une autre. Donc ici, est-ce que ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Les véhicules électriques permettent, réponse A, de diminuer la pollution, réponse B, de diminuer les nuisances sonores, réponse C, de diminuer les embouteillages. Alors bien sûr, un véhicule électrique va permettre de diminuer la pollution et également les nuisances sonores car il n'y a pas de moteur thermique. Par contre, ça ne permettra pas de diminuer les embouteillages. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 19. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rabats dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, on l'a vu plusieurs fois. Alors, la distance de sécurité, qu'on soit sur route ou autoroute, elle est toujours égale à 2 lignes de rive. Donc ici, si vous remarquez, on les a pas les 2 lignes de rive avec le camion qui nous fait face, enfin, qui est en face de nous. Donc ici, clairement, on n'a pas les deux lignes de rive. Donc ma distance de sécurité est insuffisante. Étant donné que ma distance de sécurité est insuffisante, je me rabats dès que possible. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 20. À bord du véhicule, il est obligatoire d'avoir 2 gilets de haute visibilité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il est obligatoire d'avoir un gilet de haute visibilité à bord de son véhicule. Il n'est pas nécessaire d'en avoir 2. La non-possession d'un gilet haute visibilité est passible d'une contravention de première classe et de 11 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications
afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 21. Je circule sur une rue à double sens de circulation. Je peux me garer sur l'emplacement réservé au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans une rue à double sens de circulation, il est interdit de se garer en sens contraire à la circulation. Tu dois obligatoirement te garer à droite sur ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, regarde cette petite animation. On est sur une rue à double sens de circulation et il y a des places de parking. De l'autre côté, tu n'as pas le droit d'aller sur la voie qui est en sens contraire pour te garer. Tout simplement parce que tu seras en sens contraire et donc il y aura des voitures qui viendront et qui se demanderont ce que tu fais. Tu vas bloquer la circulation. Donc, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. J'habite une région fréquemment enneigée. Je privilégie A. Les pneus neige. B. Les chênes. Bon, là, c'était vraiment une question facile. Effectivement, si vous habitez une région fréquemment enneigée, le plus simple, c'est de privilégier les pneus neige. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Avant de conduire, réponse A, je dégivre le capot. Réponse B, je gratte le pare-brise. Réponse C, j'enclenche le dégivrage arrière. Réponse D, j'enclenche les essuie-glaces. Alors, bien sûr, dans ce cas-ci, avant de conduire, je vais gratter le pare-brise et je vais enclencher le dégivrage arrière afin d'avoir une bonne visibilité. Dégivrer le capot ne servira à rien et enclencher les essuie-glaces également, ça va juste détériorer vos essuie-glaces plus rapidement. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 24. Le covoiturage permet de réduire les frais de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bon, là la réponse a été évidente. Effectivement, lorsqu'on est plusieurs dans une voiture à payer le carburant, alors ça réduit les frais de carburant pour chaque personne. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Je cède la priorité aux véhicules à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on a deux choses. Regarde. Déjà, devant nous, on a un véhicule à notre droite qui veut rejoindre la chaussée. Et derrière nous, regarde le rétroviseur, il y a une moto qui est quand même
assez proche de nous. Alors, est-ce que je cède la priorité au véhicule à droite? Eh ben non, je ne cède pas la priorité au véhicule à droite, car il sort d'une voie privée. Hein? Regardez, c'est un parking, et en plus de ça, regardez le trottoir. Qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un bateau. Hein? Ça veut dire que c'est un trottoir, c'est une voie privée. Ce n'est pas une rue. Hein? C'est un bateau. Hein? Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau de profil, tout simplement. Alors, j'ai quand même un danger parce que le conducteur de ce véhicule, il a pas l'air de nous avoir vus, en fait. Donc j'ai quand même un danger devant moi. Hein, j'ai un danger devant moi. Je sais pas si ce conducteur va griller la priorité. Donc pour prévenir la moto derrière moi, je vais faire des appels de feu stop. Qu'est-ce que ça veut dire des appels de feu stop? Ben, je vais appuyer sur mon frein à plusieurs reprises pour allumer les feux stop à l'arrière de mon véhicule afin de prévenir la moto derrière moi d'un danger. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante. Question numéro 26. Ce passager adulte est bien installé. Oui, réponse A, non, réponse B. Le conducteur risque une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, est-ce que ce passager est bien installé? Bah non, il n'est pas bien installé. Il devrait être assis, le dos sur le dossier, et surtout avec une ceinture de sécurité enclenchée. Est-ce que le conducteur risque une amende? Eh bien non. Il ne risque pas d'amende parce que le passager est adulte. Donc c'est le passager qui risque une amende. Si le passager avait été un mineur, donc une personne de moins de 18 ans, alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est le conducteur qui aurait pris l'amende. Mais bon, c'est pas le cas ici. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 27. Le port de la ceinture de sécurité permet de réduire les risques d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le risque d'éjection de l'habitacle en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, le fait de porter une ceinture de sécurité ne va jamais réduire le risque d'accident. C'est pas parce que vous portez une ceinture que vous allez moins avoir d'accident. Par contre, le fait de porter une ceinture va réduire le risque d'éjection de l'habitacle en cas d'accident. Va même aussi réduire la gravité des blessures en cas d'accident. Mais jamais le port de la ceinture ne va réduire les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 28. La rue est étroite et un camion arrive en sens inverse. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors, comme tu le vois ici, on est sur une rue à double sens de circulation. La rue est étroite et on a un camion qui vient en sens inverse. Donc, dans ce cas-là, je ralentis parce qu'on est dans le cas d'un croisement qui sera difficile. Pour en savoir plus sur les croisements difficiles, je vous incite fortement à aller dans la formation. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Je peux encore prendre la sortie à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 110 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, la question est vraiment évidente. Vous voyez bien qu'on est beaucoup trop près de la sortie pour pouvoir la prendre. Et en plus, on n'a aucune visibilité sur ce qu'il y a à droite et derrière à droite. De plus, là, on voit bien que la ligne blanche est à même pas 2 mètres. Donc effectivement, là, je peux prendre la sortie ni à 90 km/h, ni à 110 km/h. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 30. À 70 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Réponse C, 49 mètres. Réponse D, 70 mètres. Alors, pour savoir comment on calcule la distance parcourue pendant 1 seconde, c'est très simple. Tu prends déjà la vitesse, ici 70 km/h. Tu prends le chiffre des dizaines, donc ici le chiffre des dizaines, c'est 7. Et ce chiffre, tu le multiplies par 3, ce qui donne 21. Donc, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 21 mètres. Alors là, sûrement que tu vas me dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de calculer la distance parcourue pendant 1 seconde? Nous, on veut juste avoir notre permis, on n'est pas des physiciens, on n'est pas des mathématiciens, ça nous sert à rien en fait. On n'est pas à un contrôle de physique. Eh ben non. Parce que pourquoi on vous pose cette question? C'est parce que c'est une question de cours. Regardez. C'est quoi la distance parcourue pendant le temps de réaction? C'est la distance parcourue pendant 1 seconde. Parce que le temps de réaction, c'est combien? C'est 1 seconde. Donc, calculer la distance parcourue pendant 1 seconde, ça équivaut à calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction.
C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question. C'est pas par hasard, ça vient pas de nulle part. Là, on vous a demandé de calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. Tout simplement. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. Dans cette situation, s'arrêter au feu est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu remarqueras sur le rétroviseur intérieur qu'on a une voiture derrière nous. Mais elle ne nous colle pas. D'ailleurs, on voit ses phares. Devant nous, on a un feu qui est orange. Et un feu qui est à peu près, on va dire, 5 mètres devant nous. Si tu regardes bien le compteur, on roule à 28 km/h. D'ailleurs, on est en deuxième vitesse. Alors, il faut savoir que le feu orange t'oblige à t'arrêter. Le feu orange, c'est comme un feu rouge. Alors, ici, est-ce que c'est dangereux de s'arrêter ? Non, pour deux raisons. La première, c'est que derrière nous, la voiture ne nous colle pas. En plus de ça, on roule à 30 km/h. La question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Que là, on va pas parler de distance d'arrêt parce que on sait que le feu est à l'orange. Donc, il n'y a pas de distance parcourue pendant le temps de réaction. On n'a que la distance de freinage. Donc, la question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Eh bien, la distance de freinage à 30 km/h est quasi nulle. Elle peut être considérée comme nulle. Donc, je vous en réfère au cours de la formation pour ceux qui veulent vérifier. Donc ici, effectivement, j'ai le temps de m'arrêter. Il n'y a aucun risque également pour s'arrêter. Donc la bonne réponse à cette question est la réponse B. Question numéro 32. Lors d'un accident avec dommages corporels, j'informe les secours. Réponse A, de l'identité des blessés. Réponse B, du nombre de blessés. Réponse C, de leur état. Réponse D, de l'adresse de l'accident. Alors, lorsque vous alertez les secours, il va falloir faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Alors, on vous demande pas d'être médecin, on vous demande deux choses. La première chose, c'est d'informer les secours sur le lieu exact de l'accident. La deuxième chose, c'est d'informer les secours sur l'état des blessés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que donner l'adresse d'un accident ? C'est être le plus précis possible. Si l'accident a lieu en ville, alors là c'est très simple, vous leur donnez l'adresse exacte. Il y a des plaques de rue qui donnent le nom de la rue et vous regardez les numéros qu'il y a sur les maisons ou les appartements. Alors, plus compliqué si vous êtes sur route ou autoroute. Là, ce qu'il va falloir leur donner pour avoir une localisation la plus précise possible, c'est les indications qu'il y a sur la borne kilométrique. Vous vous souvenez, on a vu ça très souvent, notamment dans la formation. Il y a des bornes kilométriques sur les routes et les autoroutes. Il faut seulement que vous lisiez cette borne kilométrique. Également, il faut aussi donner le sens de la route dans lequel vous êtes. Ensuite, concernant l'état des blessés, on va vous demander des choses très simples. Déjà, le nombre de blessés
Ensuite, leur état de conscience, s'ils sont conscients ou inconscients, leur état respiratoire, s'ils respirent ou non, et également s'ils ont des hémorragies externes. Ici, j'informe les secours A de l'identité des blessés. Non, ça c'est totalement impertinent comme information. Du nombre de blessés, très pertinent comme information, de leur état et également de l'adresse de l'accident. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 33. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A, non réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C, non réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc, les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc, pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 34. Le taux d'alcool maximal autorisé est de, pour un permis probatoire, réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,1 mg par litre d'air. Pour un permis normal, réponse C, 0,5 g par litre de sang, réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors ça c'est vraiment une question de cours qu'il faut apprendre par cœur. Je vous conseille vraiment de vous former. On a mis en place une formation, vous pouvez aller la voir, elle est en lien dans la description de la vidéo. C'est vraiment des questions qui sont très récurrentes à l'examen du code de la route, nouvelle réforme. Alors, comme vous le voyez sur ce document de cours, donc pour un permis normal, le taux maximal autorisé d'alcool est de 0,5 g par litre de sang. Ce qui correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un probatoire, par contre, la limite est plus basse. Elle est de 0,2 g par litre de sang. Soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, si vous regardez bien, tu vas peut-être me dire, bah oui, mais c'est 0,5 g ou c'est 0,8 g, par exemple, pour un permis normal. Alors, le taux maximal autorisé avant contravention, par exemple pour un permis normal, il est de 0,5 g par litre de sang. Mais il y a un taux qui est délictuel. Ça veut dire qu'il y a un taux qui est de 0,8 g par litre de sang, que vous soyez dans un permis normal ou probatoire. Si vous dépassez les 0,8 g par litre de sang, là, cette infraction n'est plus une contravention, mais un délit. Ah! Et là, tu vas me dire, bah oui, mais c'est quoi la différence entre une contravention et un délit? Alors ça, c'est important quand même à savoir. En fait, une contravention et un délit, ce sont des infractions. Il y a différents types d'infractions qui sont classées selon leur gravité. Donc, les moins graves, c'est les contraventions. Ensuite, vous avez les délits. Et ensuite, vous avez les crimes. Bon, on parlera pas de crimes ici, parce qu'on parle de code de la route. Nous, on va parler des contraventions et des délits. Donc, concernant les contraventions,
ils sont classés par classe. Contravention de première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième classe. En général, c'est des amendes. Parfois, vous allez avoir, par exemple, des suspensions de permis selon certains cas. Par contre, les délits, c'est et des amendes et des peines de prison qui vont de 2 mois jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc, voilà pour les contraventions et les délits. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et C. Question numéro 35. Je suis dans un carrefour où le croisement s'effectue. Réponse A, à l'indonésienne. Réponse B, par contournement. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il y a 2 types de croisements possibles dans une intersection. Vous avez les croisements à l'indonésienne et les croisements par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque l'on se croise par l'avant. Les véhicules se font face. Le croisement par contournement, c'est lorsque le croisement s'effectue en contournant la voiture qui vient de face. Donc ici, je suis dans un carrefour à l'indonésienne, comme le montre le marquage au sol. Pour la deuxième question, est-ce que je suis prioritaire pour tourner à gauche? Eh bien, non. On est dans une intersection. Si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse viennent à ma droite. Je dois donc laisser la priorité à droite. Alors, pour cette question, vraiment, si tu as eu foi à cette question, et notamment sur la notion de croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement, c'est que clairement, il te manque des notions de base sans lesquelles tu ne pourras pas avoir ton code de la route. Donc, si tu as eu faux, je t'incite vivement à te former via notre plateforme pédagogique en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 36. Question numéro 12. Une conduite supervisée permet d'avoir une période probatoire de 3 ans, réponse A, 2 ans, réponse B, 1 an, réponse C. Alors, il existe 3 types de conduite accompagnée. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le permis AAC. Donc, apprentissage anticipé de la conduite. C'est ce qu'on appelle le plus communément conduite accompagnée. Donc, vous pouvez y souscrire à partir de 15 ans. Et, une fois le permis en poche, vous avez une période probatoire de 2 ans. Et non de 3. Ensuite, vous avez la conduite encadrée. Donc, celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de l'âge de 16 ans. Et elle ne vous permet pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc, vous avez un probatoire de 3 ans. Ensuite, vous avez la conduite supervisée. Celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de 18 ans. Et elle ne vous permet toujours pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc vous avez un probatoire également de 3 ans avec une conduite supervisée. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. En cas de long trajet, je dois prendre une pause toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, question très importante parce que c'est une question qui tombe souvent au code de la route. Donc, lors d'un long trajet, ou même tous les trajets qui excèdent 2 heures, tu dois prendre une pause d'environ 15 à 20 minutes minimum toutes les 2 heures afin de diminuer les effets de la fatigue. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Pour effectuer un dépassement de nuit sur une route non éclairée, le conducteur doit allumer ses feux de route en A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Alors, déjà, il doit mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qu'il y a devant. Ensuite, arrivé à niveau du véhicule, c'est là qu'il pourra mettre ses feux de route. L'autre véhicule, lui, devra mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qui le dépasse. Donc ici, pour effectuer son dépassement, la voiture doit mettre ses feux de route en B. Question numéro 39. Les piétons sont prioritaires sur le tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le tramway est toujours prioritaire sur tous les usagers de la route, piétons compris. C'est normal, la distance d'arrêt d'un tramway est très grande. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard par exemple qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité avec
tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Donc voilà pour les questions que vous me posez. Question numéro 40. Question numéro 14. Je suis en probatoire. La vitesse maximale autorisée est de A 100 km/h, B 80 km/h, C 90 km/h, D 110 km/h. Ici, je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée lorsqu'on est en probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Prends quelques secondes pour t'abonner et activer toutes les notifications. Comme ça, tu seras averti des dernières vidéos mises en ligne. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.